Tout est parti d'un café sur l'autoconstruction au féminin. Des femmes se rencontrant mutuellement autour du fait qu'elles construisent, rénovent leur propre habitat. Moi, journaliste en herbe, je n'y connaissais rien en autoconstruction. Alors je me suis entourée de femmes liées à ce domaine et nous sommes partis sur les routes pour rencontrer et découvrir le parcours de ces constructrices, à la fois de leur propre domaine, mais aussi d'elles-mêmes et de leur avenir. Moi, c'est Laura, 25 ans, journaliste pour Soleil Devant. J'ai voulu donner la voix à ces femmes que l'on entend et voit peu, surtout dans un milieu revendiqué comme masculin. Quelles difficultés rencontre-t-elle pour se faire respecter en tant que constructrice ? Pourquoi se lancer dans la construction de son habitat ? Dans quel type de projet se sont-elles lancées ? Ce sont les questions que nous avons posées à 4 d'entre elles et qui ont bien voulu nous répondre. Moi, c'est Romane. Je travaille dans les locaux de la Pardige à l'association DASA. Ça fait partie de mes motivations pour rejoindre ce projet, puisque dans mes missions, j'accompagne avec ma collègue Clémence des autoconstructeurs, autoconstructrices. Et il y a déjà eu un film qui a été fait sur les autoconstructeurs avec DASA, mais pas sur les autoconstructrices. Et en explorant un peu la question des autoconstructrices, on comprend qu'il y a peut-être aussi d'autres motivations que celles qu'on connaît aux autoconstructeurs en général. Et puis j'avais aussi de l'intérêt, puisque moi je suis autoconstructrice de mon côté, donc de l'intérêt à aller rencontrer des femmes qui sont dans la même situation que moi, pour comprendre leurs motivations, pour aussi trouver de la ressource, de l'énergie, de la motivation auprès d'elles. Je m'appelle Amélie, j'ai 31 ans. J'ai rejoint le projet avant tout par plaisir de m'investir en fait sur un sujet qui m'intéresse depuis quelques années, avec un besoin aussi moi de me sentir reliée à d'autres femmes et à créer justement à plusieurs. Ce sujet-là que je trouve important et aussi de questionner vers quoi ça nous amène dans un avenir proche. Et comment on s'ouvre peut-être à sortir de cette séparation homme-femme et de dire comment maintenant on a traversé ça et on construit ensemble, quoi. Et comment dans nos polarités on trouve notre équilibre. L'autoconstruction, c'est pour moi la possibilité de créer ce qu'on imagine déjà, prendre conscience aussi des étapes d'un chantier, de ce que ça demande en termes financiers, énergétiques. Ça nous replace dans notre manière d'habiter le monde. Pour moi, je le vois comme un grand jeu qui en même temps me fait grandir. Je m'appelle Marion, j'ai 32 ans. Et je suis architecte à Brioude, spécialisée en architecture bioclimatique. Ce projet, il me parle parce qu'on travaille énormément sur l'habitat individuel. Et pour moi, c'est passionnant de travailler pour des gens qui s'ouvrent en fait à nous et qui dévoilent leur intimité, parce que l'habitation, c'est un refuge. Moi déjà, en tant que femme, dans ce milieu de l'architecture et de la construction, j'ai déjà été confrontée à beaucoup de situations assez cocasses face à des hommes, que ce soit sur un chantier, que ce soit autour d'une table en termes de négociation, de conception, que vraiment le rapport homme-femme, en fait, forcément, je le vis tous les jours. Et ce projet-là, suite au café de l'autoconstruction au féminin qu'on a fait ici au Café La Clé, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un enjeu très très puissant et très fort, et que ce projet d'aller chercher des témoignages de femmes qui se lançaient dans des projets d'autoconstruction, c'était vraiment très important, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent seules et qui ne savent absolument pas comment s'y prendre, par où commencer, vers qui se tourner. Et donc vraiment ce cercle de parole a été super important et a ouvert beaucoup de choses. Donc forcément ce projet m'a touchée sur plein d'aspects, autant le féminin, autant la construction, autant l'habitat et la relation qu'on a avec son habitat, parce que quand on comprend pourquoi on fait ça, ça c'est super important. Et quand on comprend aussi que l'habitat c'est le reflet de soi-même, c'est notre peau, du coup
C'est une forme de thérapie en fait, de construire son habitation, c'est se construire soi-même, donc c'est vraiment très très passionnant et c'est important d'avoir. J'auto-construis cette maison depuis septembre 2020 et j'ai acheté 2 bâtisses. Il y a cette petite maison qui était classée en remise en fait, qui n'était pas une maison, qui n'était pas du tout jamais habitable, jamais habitée, et qui fait 30 mètres carrés au sol sur 2 niveaux. Et il y a une partie grange qui fait 130 mètres carrés sur 2 niveaux. Du coup, je m'attaque d'abord à la maison. Si je suis capable de faire cette maison, j'attaquerai dans un deuxième temps la grange. Alors, donc il y avait juste les 4 murs, le toit de fait. Donc j'ai commencé par décaisser. Ensuite j'ai posé un hérisson et j'ai coulé ma dalle par-dessus. Donc le hérisson c'est une technique pour drainer l'eau, pour éviter les remontées d'humidité dans les murs. Et donc j'ai utilisé une dalle de chanvre, pouzzolane et chaux. Alors c'est une recette que j'ai inventée, je l'ai trouvée nulle part. Avant j'avais tiré les gaines électriques. Ensuite je me suis attaquée au traitement de la charpente qui était importante. Et du coup j'ai utilisé une vieille technique japonaise qui s'appelle Shusugi Ban. Ça s'écrit S-H-O-U, plus loin S-U-G-I, plus loin B-A-N. Et en fait ça consiste à brûler le bois en surface, ça va croûter et carboniser et ça le rend imputrescible, résistant aux xylophages, même au feu du coup. J'ai décidé de faire cette ouverture là-bas parce que pour l'instant c'est encore à moitié ouvert et ça a été le chantier le plus angoissant depuis que j'ai attaqué. C'est des murs qui font 70-80 d'épais par endroit avec des pierres traversantes. Donc on ne peut pas enlever comme on veut, il a fallu meuler pour ajuster les cadres. Je crois que ça m'a bien pris 2 mois de chantier, comme j'y suis pas à temps plein, pour finir ça. J'ai fabriqué les cadres, le cadre extérieur de la fenêtre. Alors de base, je pensais pas être propriétaire un jour. C'était pas un souhait de base. Puis quand je suis devenue maman, j'ai pris conscience que l'avenir de leur génération va être vraiment, je pense, beaucoup plus compliqué que la nôtre. Et du coup, j'avais ce désir d'au moins lui assurer un toit sur la tête. Du coup, je me suis dit que c'était bien de me lancer dans un projet comme ça. Puis il y avait le côté autonomie, qui est la notion d'autonomie qui est vachement présente en fait dans nos vies. Donc on aspire à une vie assez simple où on produirait ce qu'on consomme, mais du coup ça inclut cette maison et les énergies qui vont être liées à la maison. Il y avait aussi le côté de savoir et de savoir-faire. En fait, j'adore apprendre de nouvelles choses tout le temps. Dès que je peux me lancer dans un projet où j'y connais rien, je fonce. Il y a un adage qui dit qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. J'aime bien ça. Du coup, j'ai un souci du détail assez important et je ne me voyais pas laisser la construction de ma maison à quelqu'un d'autre, en fait. Donc, voilà. Donc globalement, pourquoi ce choix ? Alors la maison, c'est vraiment pour une habitation. Et après, la grange, je suis ébéniste de formation. Je bricole beaucoup, donc je veux un immense atelier. Du coup, j'ai vraiment ce désir de faire ma petite boutique avec un atelier couplé, avec une zone un peu d'accueil en fait et de partage. Et de pouvoir mêler différents corps de métier, etc. Du coup, j'ai commencé septembre 2020 et je m'étais dit que je rentrerais qu'elle soit habitable 1 an. Je m'étais lancée 1 an. Donc ça fera bientôt 2 ans et je suis pas encore dedans. Du coup, chaque chantier a ses galères en fait, donc ça reporte. Puis et je travaille en 2 temps parce que je combine plusieurs boulots à côté pour pouvoir financer les travaux. Et donc là, normalement, à l'automne, on y rentre.
c'est très dur, parce que dans une caravane avec une petite de 7 ans, le quotidien est compliqué. Elle est très cool et très patiente, heureusement. Et du coup, c'est vrai que à chaque retard de chantier, c'était, j'en pâtis quoi, vraiment. Et je culpabilise même si je bosse pas tous les jours sur la maison. Donc ça a été assez dur à chaque fois que j'ai pas pu avancer, que ce soit pour la météo ou pour des contraintes financières, etc. C'était compliqué. Bon, heureusement, il y a l'entourage, la famille, les amis qui sont là autour et qui me reboostent, qui me félicitent toujours pour mon travail, et ça remonte un peu la balance. Je suis totalement seule du coup, mais c'est vraiment un choix. J'ai beaucoup d'amis qui me relancent régulièrement pour venir travailler, faire un chantier avec moi, mais je travaille bien quand je travaille seule en fait. Et puis il y a ce côté où quand on fait seul, moi personnellement, j'intègre mieux la chose. Et donc si je fais après derrière, je sais mieux réparer, etc. Donc ça rejoint ce désir d'autonomie en fait que j'avais. Un 3e hiver dans la caravane, ça c'est une crainte. Mais non, globalement non, je dirais que c'est plutôt les autres qui ont des craintes qui, moi, m'angoissent. Ou des fois j'ai des petits discours, des petits mots qui font pas de bien, quoi. Comme le bon courage, hein. Tu sais, mais avec les yeux pleins d'effroi, là, ça encourage pas du tout. Ou des petits mots, après c'est très bête, hein, mais c'est le projet d'une vie. Ou ouais, voilà, c'est ces petits adages en fait au quotidien dans les travaux qui fait en fait ça annonce que je vais encore en chier longtemps ou pas, t'es là, tu te dis c'est pas vrai. Ou les adages du bâtiment aussi que je supporte pas, que j'aimerais déconstruire, comme et qui fait tout fait rien. Donc sous-entendu que si on se lance dans tout la construction d'une maison entière, on le fait pas bien. Du coup, ça me booste aussi d'un autre côté pour prouver que si, en fait, on peut faire les choses bien en touchant à tout, juste en y mettant un peu plus d'intention, quoi. Il reste du travertin là. Il y a des noirs de ses rêves. Et une baignoire qui est déjà là, si j'ai pas la salle de bain. Ça, c'est une de mes motivations, tu vois, qui me booste. Quand j'ai un coup de mou, je vais voir ma baignoire et ça va mieux. Excellent. Un voisin, il m'en voudra pas si j'en parle. C'était vraiment les premières semaines où j'ai attaqué et j'ai fait les évacuations avant de couler la dalle. Et donc il fallait décaisser, il fallait faire un trou pour les évacuations. Et puis du coup lui s'est senti obligé, me voyant faire et puis peiner un peu, parce que c'était des choses un peu lourdes, etc. et qu'il faisait super chaud. Et il m'a pris les outils presque de main comme ça, et puis il a commencé à faire ça. Et puis j'ai dû lui dire plusieurs fois, non mais arrête, laisse-moi faire, parce qu'il se sentait vraiment obligé. Et puis c'était pas en pensant à mal, quoi. C'était vraiment, la pauvre, elle en chie, je vais faire ça pour elle, quoi. Et non, en fait, il a vite compris qu'il fallait qu'il me foute la paix dans ce travail-là. Et maintenant, il vient regarder, il suit de loin, mais voilà. Disons qu'il rentre plus comme ça sans invitation. Sans invitation dans mon chantier, quoi. Il a compris que c'était important pour moi de garder ces distances. Ouais. T'as quelque chose à rajouter ou t'as envie de partager pas sur cette expérience pour d'autres femmes ou d'autres hommes qui souhaiteraient se lancer dans l'auto-rénovation, l'autoconstruction, comme de tes problèmes lombaires par exemple? Attention à pas porter trop de poids. Quand j'ai commencé, où j'étais plutôt tête dans le guidon, et j'ai fait beaucoup de conneries que j'ai regrettées, alors qu'il fallait juste un petit moment de réflexion supplémentaire pour pouvoir éviter des fois des semaines de chantier en plus, quoi. Du coup, de pas trop se précipiter, et même si on a des contraintes comme moi de temps, parce que je veux pas rester dans cette caravane trop longtemps, et des fois, vouloir faire trop vite, on perd du temps à devoir recommencer les choses. Du coup, je pense que c'est bien de faire ces pauses et de faire totalement autre chose, mais vraiment de décrocher totalement pour avoir un vrai recul et se poser d'autres questions qu'on n'avait pas pensé sur le moment.
j'habite dans cette maison depuis bientôt 10 ans. Notre projet à la base, c'était pas forcément de rénover une vieille maison, mais plutôt de construire un chalet en rondin. Et la vie a fait qu'on est venu visiter cette maison par curiosité, plus par curiosité que pour l'acheter. Et en fait, on en est tombé amoureux en fait. Donc en fait, cette maison, enfin, moi particulièrement, m'a appelée en fait. Mais jamais, moi petite, je pense que jamais je m'étais dit dans la tête que j'allais construire. Quand j'étais avec mon mari, comme il était dans le second œuvre, je lui faisais entièrement confiance. Après, j'avais quand même plus ou moins des idées de pas trop utiliser des choses qui polluent, des choses comme ça. On a refait il y a 3 ans la peinture des chambres de nos filles. On a peint leurs chambres avec de la peinture au fromage blanc. Et en fait, là, je me suis rendu compte que mes idées, c'était peut-être pas forcément en accord avec celles de mon mari qui lui aurait fait repeint la peinture traditionnelle, quoi. Donc mon mari est parti fin d'année 2020 et du coup là, on est en cours de divorce et normalement, début juillet, je devrais avoir la maison pour moi. Du coup, voilà. Et après, je vais partir reprendre un peu où s'en est arrêté à la fin de l'année 2020 en fait. Et avec mes idées à moi qui n'étaient pas forcément en adéquation avec celles du papa de mes filles en fait. Donc voilà, je me sens un peu libérée parce que c'est source de conflit. Hein. Et ça, c'est un projet que tu mènes en plus d'une vie professionnelle et une vie de maman. Oui. Ok. Et pas le choix. Ouais. Pas le choix. Et en plus, moi, j'élève mes filles, alors pas à la dure, mais je pense que dans les années à venir, ça va être compliqué pour nos enfants. Et je veux qu'elles lâchent rien en fait dans la vie. Je veux leur montrer que si on veut arriver à quelque chose, faut rien lâcher en fait. Faut y aller. Et puis voilà, je suis tombée. Quand mon mari est parti du jour au lendemain, je suis tombée. Mais je me suis relevée et ce qu'on aurait pu vendre, j'aurais pu repartir dans un appart. Et puis non, mais je suis trop bien ici, j'ai trop de choses dans ma tête, de création pour l'autre côté, pour partir et lâcher le morceau, quoi. Le but ici, c'est de fermer ici donc la partie écurie. Ok. Ici, là, jusque là-bas, avec un mur de bois de cordée qui me permettra d'avoir une isolation et d'avoir un aspect décoratif aussi. Le bois de cordée, c'est je monte des murs, donc des bûches, vous voyez les bûches pour se chauffer, exactement les mêmes bûches. Il faut qu'elles aient 3 ans minimum de séchage. Donc je vais faire un lit d'un ciment chaud, d'abord dans un premier temps. Je vais y poser des bûches parallèles, comme ça. Et entre ces bûches, je vais mettre un isolant qui peut être soit du liège, soit de la sciure de bois, soit de la vermiculite, soit du chanvre. Enfin voilà, c'est ce qui va me permettre d'avoir mon isolation. Et à chaque fois que j'aurai mis une rangée de bûches, je vais remettre deux espèces de lignes de cette de ce ciment chaud en fait. Et à chaque fois, je vais remonter, remettre mon isolant et je vais monter mon mur comme ça jusqu'à l'étage. Je me donne 4 ans. Donne 4 ans. 4 ans pour... j'ai fait des échelons par année. Ici, on est sur une ferme qui fait 34 mètres de long. En fait, c'est deux fermes familiales où il y avait les grands-parents, les parents, les enfants. Enfin, la ferme traditionnelle, c'était l'ancienne ferme du maire. On a rénové toute cette partie-là, où on est sur 60 mètres carrés, mais il y a 2 niveaux en plus du rez-de-chaussée. Donc on est sur 20 mètres carrés par étage. Donc là, on a salon, cuisine. Ensuite, on a une petite salle de bain et 2 chambres, les 2 chambres de mes filles. Et moi, j'ai la dernière pièce en haut qui fait bureau, chambre. J'ai même une douche. Donc on vit confortablement, mais voilà, 60 mètres carrés, c'est un peu quand même à l'étroit quand on sait qu'on a tout l'espace de l'autre côté pour habiter, quoi. Surtout que j'ai une de mes filles qui a une chambre de 6 mètres carrés, ça commence à être un peu juste, et l'autre qui a une chambre à peu près de 9 mètres carrés. Tout le reste des années, on a tout démonté parce qu'on avait 17 cm de dénivelé entre le nord et le sud.
Donc on a tout cassé, on a refait une dalle en 2020 pour tout stabiliser et tout repartir à neuf sur l'autre côté. Je vais repartir sur une ossature bois. Mais ce que je vais enlever, c'est tout ce qui est placo, isolation traditionnelle. Et je vais repartir sur des choses nobles en fait. Alors c'est compliqué, hein, même dans ma famille, je pense que mon père et mon frère n'y croient pas. Il faut se dire que mon père il est né en 44. Mais après j'en ai tellement bavé dans ma vie, parce que j'ai été chef de culture, c'est pas non plus un métier facile pour une femme. Il faut prouver aussi aux mecs que t'es capable, quoi. Que oui, c'est pas un métier de mec, chef de culture. Quand vous devez tirer 300 litres d'eau pour 3 fois pour traiter une serre, voilà, vous réveillez la nuit à 2h du matin pour aller remonter des chaudières au fioul lourd. Quand je regarde la vie que j'ai menée, je me dis, j'ai quand même eu des phases dans ma vie qui justement m'ont appris à pouvoir endosser ça en fait. Et le fait que ton entourage n'y croit pas forcément, ça te motive d'autant plus, oui. J'imagine. Oui, ouais, tout à fait, parce que je pense qu'ils vont avoir une bonne claque. Puis j'ai envie de réussir, quoi. Coûte que coûte, je réussirai. Tout sera ouvert, mis à part la chambre. Ouais. Du coup, ça fera vraiment un espace quand même séparé. Et c'est vrai que j'ai un peu d'émotion aussi de Feng Shui par ma belle-mère qui avait fait un stage et qui me disait que c'est bien de séparer les courants nord des courants sud. Donc du coup je me dis l'escalier il aura cette fonction là un peu de séparer ces deux énergies qui vont se rencontrer dans un espace où il n'y a pas de finalement il n'y a pas de cloison quoi. Pourquoi l'autoconstruction? Par manque de moyens, faut le dire. Hein. Et puis en fait quand j'ai repris donc les plans tout ça, qu'est-ce que j'allais faire de cette maison, j'ai pris un réel plaisir à chercher des trucs quoi. Je suis bien quoi, ça me correspond quoi. C'est pas ma vie, mais c'est moi, quoi. Pourquoi rénover? Pourquoi construire sa propre maison? Et donc j'ai cherché, au fond de moi-même, j'ai cherché. Et en fait, moi, je viens d'une famille d'artistes. Mon père est trompettiste, mon grand-père était organiste. Mais il y a beaucoup de musiciens dans ma famille. Moi, j'ai pas d'oreille. J'ai essayé de faire de la musique, j'ai pas du tout d'oreille. Donc j'ai abandonné. Et en fait, pour moi, le fait de faire ça, c'est ma façon... Je suis une artiste aussi, je pense que j'ai pris ça dans le sang. Et c'est une façon de m'exprimer, en fait. Tous les amis qui ont rénové, ça a été mené de front par la jante masculine. Hein. Moi, les copines, j'en ai très peu qui elles ont aidé, mais elles n'ont jamais vraiment chapeauté leurs projets de rénovation. Donc oui, c'est vrai que c'est un soutien d'avoir un réseau féminin. On voulait vous montrer la beauté de la campagne et voilà, on a la beauté des campagnards plutôt. Le projet de la construction de cette cabane, il s'est fait à partir de décembre 2020. Donc c'est dans le cadre de mes études, donc Master Design en transition, que je fais à l'ESSAB de Brest. Le but, donc je suis partie plus d'abord donc vraiment d'une étude sociologique du terrain sur lequel je voulais construire. Et après le but c'était vraiment de faire tout le projet avec le plus de matériaux possible issus de la forêt. Donc je suis partie vraiment de la coupe des arbres jusqu'à la transformation qui m'a été aidée par mon père. Donc vraiment de couper les arbres, de les débiter, de faire toutes les planches à la maison. Donc il a un banc de scie. Et ensuite, après quelques mois de séchage, j'ai pu commencer à construire la cabane. Et donc moi c'était aussi un défi de pouvoir faire tout ça toute seule. C'est pas un terrain qui est constructible. Donc le défi c'était de faire une construction qui fasse moins de 20 mètres carrés, qui n'ait pas de fondation qui soit pérenne, et aussi la contrainte de ne pas être accordée à l'eau ou à l'électricité. Donc d'où le choix de la cabane, et puis en effet aussi c'était vraiment le rêve de la cabane de l'enfance,
et aussi d'avoir un espace rien qu'à moi dans les bois. Et ça s'est aussi fait, ça fait des années que je lis pas mal d'écrits sur les ermites et sur la façon de vivre seul dans les bois, qu'est-ce que ça engendre aussi au niveau psychologique. Et donc moi je m'étais dit que c'était le moment de tenter l'expérience. Il y a quand même un côté très fascination quoi, du personnage qui vit seul. Pourquoi il décide de faire ça, des fois c'est un choix, des fois c'en est pas. Il y a plein de façons d'être ermite. Et aussi de tout ce que ça engendre au niveau de reconnexion à lui-même, de comment en fait il apprend à se connaître. Est-ce qu'il est obligé de passer par cette phase d'érémitisme pour en arriver là ou pas? Enfin, ouais, moi ça me passionne. Après, je suis quelqu'un quand même d'assez solitaire aussi, c'est pour ça que je l'ai fait toute seule la cabane. Après ici est prévu l'emplacement douche du coup. Donc l'idée c'est de remettre un tronc par ici, de remettre le plancher, un petit bout de plancher en triangle comme ça, et de me faire une petite cabine de douche ici, donc qui sera fermée de la même façon que le reste. Avec la récupération d'eau de pluie ou pas forcément? Ouais. Donc j'aimerais bien pouvoir faire le système de récupération d'eau ici, en faire un ici pour capter directement l'eau du toit et qu'elle puisse, en fait par gravité, arriver dans une cuve. Donc ça, ce sera à voir cet été. Et puis ensuite, là derrière, donc c'est là où sont prévus les futurs WC. Donc pareil, en fait, refermer un petit bout, donc en dessous du niveau de la fenêtre de la mezzanine, de fermer à peu près jusqu'ici, et puis comme j'ai une porte qui amène de la cabane pour sortir, de faire les toilettes juste là. Les plans, je pense que ça faisait à peu près 15 ans que j'avais les plans dans la tête. Depuis l'enfance, depuis gamine, je dessinais toujours la même forme de maison. Dans le temps, il y a eu vraiment plusieurs phases. Vraiment la première, du coup, déjà de la demande quand même d'autorisation de construction. Après, ça s'est rapidement fait sur la coupe des arbres. Il fallait aller vite parce que je voulais que ce soit fait avant que l'hiver s'installe vraiment. Donc le mois de décembre, c'était déjà un peu juste. Et après, déjà après avoir coupé les arbres, il faut attendre que la sève redescende des arbres. Donc il faut attendre un petit peu, quelques semaines. Et puis ensuite, tout ce qui était débit, séchage, ça a duré bien 3 mois. Donc c'était pas séchage complet, mais c'était déjà assez pour pouvoir commencer la transformation. Il y a quand même eu des moments où j'ai dû être aidée par mon père pour faire la plateforme, par exemple, pour monter les troncs sur les autres troncs, sur les souches. Alors déjà pour déplacer les arbres, les troncs une fois coupés, ça s'est fait avec le 4x4 sur lequel il y avait une remorque à l'arrière et puis un treuil sur la remorque pour pouvoir les tirer. Et après pour monter les troncs sur les souches, je me suis aidée des arbres avec des sangles et des palans, des treuils. Voilà. Et puis aussi beaucoup jouer avec l'équilibre du poids des éléments. Et après, sinon tout le reste, les petits bras. Ouais. Donc c'est ossature bois à l'intérieur de la paille, ensuite une bâche d'étanchéité et à l'extérieur les dosses des arbres qui ont été coupés. Moi, j'ai jamais trop fait de différence. Je me suis jamais dit, dans tout ce que je faisais, que c'est parce que j'étais une femme que je pouvais pas faire. Au contraire, il y a plein de choses qui peuvent jouer en étant une femme. Il y a des choses qui sont plus difficiles aussi. Par exemple, à un moment donné, je suis partie chercher de la quincaillerie sur Ambert. Et donc, je demande de la quincaillerie que je voulais. Et puis j'ai quand même très très vite senti qu'ils ne me prenaient pas du tout au sérieux juste parce que j'étais une femme et que je ne savais pas ce que c'était qu'une vis Torx par exemple. Donc ce genre de détails, mais après je passe vite au-dessus et puis je me dis que... Après j'ai toujours baigné dans un univers qui est quand même plutôt masculin, entouré d'hommes. Et
Et moi j'aime bien ce rapport-là entre les hommes et les femmes où on peut vite s'entraider de différentes manières, apprendre des connaissances de chacun. Et du coup, moi je me suis toujours sentie un peu entre les deux et puis juste à faire, quoi, parce que pas trop me poser de questions. Et puis, après, beaucoup par ici, c'est dans le village, je sens quand même, surtout les anciennes générations, que les hommes, ils ont vite un regard vite très rapide sur c'est une femme, qu'est-ce qu'elle fait là-haut dans les bois en train de construire sa cabane. Du coup, ces gens-là ne vont pas me faire des compliments directement, ils vont plutôt les faire à mon père. Moi, je me sens, maintenant que c'est à peu près fini, je me sens quand même légitime de faire le projet, parce que je vois bien que quand même s'ils me le disent pas, ils sont quand même un petit peu impressionnés, quoi. Ils disent quand même ta fille toute seule. Est-ce que tu te sentais pas légitime au début ? Je me posais des questions, ouais. Déjà sur homme ou femme, si j'étais capable d'aller au bout du projet, de le faire toute seule et de tenir sur 2 années. Il y a eu le moment où j'ai monté les cadres, parce que j'avais fait tous les assemblages avant. Là, j'avais tout assemblé. Et puis donc ils étaient au sol à plat, sur la plateforme. Et il n'y avait plus qu'à les monter. Et puis je m'étais dit, je vais pas appeler mon père juste pour lever mes cadres, sauf que... Au début, j'avais fait un système où j'avais mis une sangle à un arbre qui est derrière, une sangle à cliquet. Je m'étais dit, je vais bien réussir si je bloque d'un côté et puis j'arrive à monter le truc toute seule, ça devrait le faire, mais pas du tout. Ça n'a pas du tout bougé, donc il est arrivé, puis finalement on l'a fait à 2 à la main, quoi. Ça, c'est... Donc oui, il y a des fois, il faut bien se rendre à l'évidence, quoi. Faut pas perdre une journée juste pour lever des cadres, alors qu'en une demi-heure, il peut venir et puis monter le truc. Non. C'est quand même bien plus simple. Justement, qu'est-ce que tu ressens, toi, d'avoir quand même réussi à le faire De la fierté, quand même. Non, je suis quand même contente. Après, comme je disais tout à l'heure, ça me paraît presque fou, quoi, parce que quand j'ai commencé le projet, il n'y a pas grand monde qui croyait, qui pensait que j'allais arriver au bout. C'est encore une lubie de fleurs. Mais ouais, non, maintenant, je suis contente d'avoir prouvé déjà à moi-même, tout d'abord, et puis aux autres aussi, que c'est possible, et si on s'en donne les moyens, la volonté, et que l'ambition et beaucoup de boulot, ça passe, quoi. Donc, ça fait partie du parcours de vie, et puis d'essayer de s'écouter, de savoir ce qu'on a besoin, et d'y aller. Après, j'essaye de pas trop non plus, quand j'ai une idée en tête, de pas non plus trop me poser de questions, et de juste d'y aller, quoi. Donc ça t'a pas arrêté de dire... Non, mais ça va peut-être même plus encourager, quoi. Tiens. Pas que je le fasse, je vais le faire. Un petit challenge. C'est ça. Toc toc toc. Le projet de cette maison, ça vient d'un projet d'avoir une maison sur Brioude pour moi et Fabrice. Fabrice, c'est mon compagnon. Aucun bien qu'on voyait nous plaisait. Donc quand on a vu ce terrain, on s'est dit waouh, ça nous paraissait une chance de fou de tomber sur cette opportunité-là. Le faire du neuf, c'était pas dans notre projet de départ. Effectivement, ça réunissait pas mal de points, c'est-à-dire la proximité avec le centre-ville, le fait qu'on était dans un quartier qui donnait l'impression tout d'un coup quand même d'être à la campagne. Donc ça, c'était un grand plus qu'on n'imaginait pas, parce que toutes les baraques qu'on avait pu visiter des années 60, elles étaient plutôt sur ces plateaux de Brioude, dans des parties de lotissement. En janvier 2019, on était propriétaire du terrain. Et donc à partir de janvier, on a commencé les plans. On a dû déposer notre permis au milieu d'année 2019. Le chantier, il a commencé juste après le premier confinement, donc mai 2020. Voilà. Et ça a été très rapide, le gros œuvre. Le terrassement a commencé en mai. Fin juillet, on avait le gros œuvre. Donc, c'est-à-dire la maison, on a presque l'impression que la maison, c'est d'extérieur, les gens disent oh, votre maison est déjà terminée. Alors, il n'y a rien dedans. C'est oui, de l'extérieur, ça paraissait. C'est vrai que c'est quand même bluffant. Ouais. Et nous, on a commencé du coup la partie autoconstruction l'été 2020, en août.
On a mis 6 mois pour faire le premier logement, donc c'est la partie dans laquelle on est tout de suite là, qui fait 50 mètres carrés. Donc on s'est concentré vraiment sur cette partie-là, sur les plomberies, l'électricité, les cloisons, de manière un peu simple et efficace. Il fallait que l'espace soit fonctionnel et qu'on puisse habiter dedans pendant qu'on attaque l'autre logement qui fait 100 mètres carrés du coup. Et nous on se projette dans cet autre logement. Et l'autre logement, on imagine, on n'a pas de date butoir vraiment pour la fin du chantier. Moi j'avais envisagé la fin de cette année. En gros, j'imagine que ça va être entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, qu'on puisse bouger dans l'autre partie. Et du coup, finir les travaux dans cette partie qui fait 50 mètres carrés pour pouvoir accueillir quelqu'un ici, dans la foulée. Voilà, le timing qu'on envisageait. On imaginait un projet très écolo, l'un comme l'autre. Je pense qu'on a tâché à faire attention à ça. Et dans les faits, c'est vrai que je me rends compte que faire une maison neuve, c'est pas très écolo dans tous les cas. C'était très impressionnant, d'autant plus je pense pour Fabrice qui n'était pas de ce milieu de la construction. Moi c'est vrai que j'avais fait un peu de maîtrise d'œuvre à une époque, j'avais fait des maisons nouvelles, donc du coup je voyais bien ce que ça représentait, un chantier de construction neuf, mais lui non. Et c'est vrai que c'est toujours très impressionnant la quantité de matériaux qu'il faut pour faire un projet comme ça. Et du coup, ça questionne un peu les questions d'écologie derrière. C'est pas un acte anodin. Et puis de faire deux maisons, c'est pour 3 personnes, puisque nous, on a un fils. Donc c'est vrai que ça fait un petit noyau d'humain pour une grosse baraque, quoi. Pour mettre dans le sol, pour faire une isolation. Faire l'isolation phonique entre l'étage et le rez-de-chaussée. C'est des techniques qu'on utilisait plus sur les vieilles maisons pour les isoler du feu, parce que du coup tu mettais ça entre la partie où il y avait le foin et les parties habitées. Et s'il y avait le feu qui se déclenchait avec le foin, la terre elle est inerte, donc du coup elle se faisait inerte. Mais en fait c'est un bon isolant phonique. Il y en a qui faisaient ça avec du sable aussi. J'aurais pas eu l'idée de faire ça, moi, avant de venir ici. Après, on apprend à tout ça. Et je pense que j'étais prise aussi dans ce dilemme de... Je sais que faire les choses avec des matériaux peu industrialisés et locaux, aujourd'hui, ça a un coût humain, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût financier, certes, mais le coût humain, il est fort. Et j'avais très envie, moi, de faire de l'autoconstruction. Ça faisait partie de mon projet. Ça fait partie du projet. Et c'est un choix vraiment que j'ai fait d'éprouver ça, de faire de l'autoconstruction. Mais je pense que j'avais aussi toutes ces craintes que j'avais entendues de dire oui, mais l'autoconstruction, il y a des moments, ça va être le couple va en souffrir, la famille va en souffrir, physiquement, on ne sait pas trop où ça nous emmène. Et ça m'a... Ça, je pense que dans un petit coin de ma tête, c'était toujours un peu en résonance. Et j'arrivais pas à me départager entre « Ah, j'ai très envie de tester ces choses-là. Ah ouais, mais peut-être que là... à force de tirer sur la corde, ça va pas le faire. » Il y avait aussi il y avait un peu ce dilemme-là, quoi, chez moi. Je pense que parce que j'avais fait des études d'architecture et j'avais vraiment la sensation qu'il me manquait cette étape. C'est-à-dire effectivement, c'est quelque chose de dessiner, mais ça n'a rien à voir le faire. Et je sens que j'ai de l'appétence à avoir plus dans ma vie d'endroits où je fabrique, où je fais et où je suis pas tout le temps derrière un bureau. Parce que c'est vrai que au final, dans mon travail actuellement, j'ai quand même beaucoup de travail où je suis assise derrière un ordinateur. Et notamment dans le travail que je fais actuellement, du coup, on accompagne des personnes qui ont un projet de construction, de rénovation, qui souvent veulent le faire en autoconstruction. Je sais pas si j'ai plus de crédibilité quand je suis face aux autoconstructeurs. En tout cas, moi, je me sens légitime. En fait, c'est aussi hyper gratifiant. Quand tu penses sur la répartition des genres, jusqu'à présent, l'homme fabrique la maison, la femme s'occupe de la maison. Attends, c'est qui a le beau rôle dans l'histoire ? C'est quand même celui qui fabrique la maison.
c'est 1 € le mètre carré. Bon, ça va. Ah, ça va. Oui, Ça m'étonne pas qu'il soit passé à 1,80 € vu le prix du truc en ce moment. Faut se faire chier. C'est quoi du coup? C'est un magasin matériel? Ouais, mais aussi une Ouais, sorte c'est de la chute. Comme dit Fabrice, je dégageais une certaine assurance quand je parlais de ce projet en amont. Et moi notamment, je m'étais imaginé gérer beaucoup de choses sur le second œuvre. Je me voyais apprendre et faire une grosse partie du second œuvre. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Quand Fabrice m'a dit bah mon père, peut-être sur l'électricité, il pourrait nous aider, j'avoue, j'ai pas dit non, quoi. Et du coup, bah, y avait quand même aussi l'idée d'avancer. Donc à un moment donné, on s'est plutôt réparti les choses, quoi. C'est l'occasion pour chacun d'approfondir un peu plus certains lots et pas forcément l'ensemble, parce que c'est quand même beaucoup l'ensemble. Et puis ça permet de chacun avoir des responsabilités un peu sur le chantier. Et ça, c'est quelque chose qui nous va assez bien, nous, dans notre fonctionnement de couple aussi, d'être en responsabilité de certaines choses. Ce que je retiens de cette expérience-là, c'est quand même il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de décisions à prendre à deux, et si le projet, on décide de le faire vraiment à deux, c'est quand même éprouvant, ouais. Ça demande soit de faire beaucoup de concessions si on n'est absolument pas d'accord, ce qui peut être le cas à certains moments, quoi. Et ça, c'est pas évident, en fait. Je me dis, pour n'importe quel duo qui voudrait faire un projet comme ça, bon, après, il se joue des choses, forcément, d'être en couple. Il se passe pas les mêmes choses, il n'y a pas les mêmes enjeux. Puisqu'on n'est pas là à se dire on fait ce projet et puis ciao bye, quoi. Il faut arriver à faire qu'il y ait toujours l'envie de faire autre chose aussi un peu derrière, quoi. Sinon c'est un peu dommage. Bon bah voilà, c'était bien, salut. On a fini la maison, on est content là. Mais après, je suis contente que quelque part, bon, je pense que c'est pour ça aussi que ça marche, enfin qu'on est ensemble aussi avec Fabrice, c'est que je suis contente que dès le départ, Fabrice n'avait pas forcément envie de prendre la place sur la partie chantier, parce que du coup, ça m'a permis justement d'aller au front aussi comme je l'avais envisagé, c'est-à-dire quand je dis aller au front, c'est aussi pas se confronter à tout ce que ça renvoie une femme sur un chantier, dans des magasins de matériaux. C'est vrai que dans les rendez-vous à trois, avec certains techniciens, c'était marrant de voir qu'au fur et à mesure du rendez-vous, j'avais beau être la personne qui pose les questions, la personne qui est le commercial ou l'artisan a tendance au fur et à mesure à se tourner vers Fabrice, quoi, pour parler. Et du coup, c'était drôle parce que Fabrice, je me rappelle de moments où il se disait mais pourquoi il me... J'avais l'impression de lire ça sur son visage, pourquoi il me regardait? J'ai rien dit moi, j'ai rien demandé, puis je sais même pas de quoi il me parle. Je vois pas son langage. C'est ça, et ça c'est vrai que c'est typique, c'est désagréable de pas être crédible en fait. Il y a une fois où je suis allée chercher du parquet, donc le monsieur m'accueille un peu de cette manière aussi en me disant « Oh bah c'est une femme qui vient acheter le parquet ». Et en fait du coup je me sentais obligée d'en faire des caisses, de sortir tous les mots techniques que je connaissais, ouais. de lui dire presque de mentir, de dire, j'avais presque envie de lui raconter que j'avais fait toute une baraque toute seule. Si tu veux, t'es tellement un peu à dire que tu dois prouver que t'es capable, en fait, que t'as la légitimité d'être là à ce rendez-vous et que ce monsieur peut te parler, que tu vas comprendre et que t'es en capacité de l'acheter, ce parquet, quoi. Du coup, t'as envie de surjouer un peu, quoi. Dans cette partie, on a fait différentes techniques aussi. On a fait une technique donc sur canis et une technique de torchis. Où là, il s'agissait de mettre beaucoup plus de matière, beaucoup plus de terre et de paille. C'est un mélange de terre et paille aussi. Je vois pas pourquoi je pourrais pas, en fait, faire ça, de la maçonnerie, tu vois. J'aime pas, par contre, qu'on me fasse remarquer que je suis une femme sur un chantier. Et que du coup, de fait, je ne devrais pas porter ou je sais pas quoi. Ça, vraiment, alors là je suis pas du genre à me mettre en colère et tout ça, mais ça, vraiment, ça m'agace. Ça m'est arrivé sur mon chantier ici, ouais, un espèce de réflexe de vouloir le porter tout seul.
Mais t'es con, mais tu vas te flinguer le dos, c'est complètement ridicule, on le porte tous les deux. Enfin, mais je trouve pas. Ce qui m'embête, c'est de pas trouver les mots toujours pour envoyer un petit truc dans les dents, quoi. pour arriver en même temps à rigoler et en même temps dire c'est bon, on arrête nos petites. On arrête ce truc-là de. Ça, c'est vrai que je me dis qu'il y a du boulot là-dessus, quoi. Arriver à trouver parfois les bonnes réparties pour se faire la place, quoi.